Le Mali peut compter sur l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE parmi ses amis. Une mission conduite par Louis Michel, le coprésident de l'institution, est à Bamako. Objectif, dégager les priorités de l'heure en matière de lutte contre le terrorisme. Le combat contre le terrorisme au bout des plumes également. Voix haute pour Tombouctou a été lancée hier. Cette anthologie de poèmes écrits par 16 auteurs des 4 continents rend hommage à la cité des 333 saints tout en décrivant la détresse et l'amertume de ses habitants au moment de l'occupation. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition. Avant de développer ces titres, ces messages de félicitations du président de la République par intérim à l'endroit de son Excellence, M. John Dramani Mahama, président de la République de Ghana. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple du Ghana, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives, chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstance. Je voudrais saluer les efforts louables que vous ne cessez de déployer en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région et pour le développement socio-économique de votre pays et vous assurer de ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, de fraternelle coopération existant entre nos deux pays. Je formule des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère de Ghana. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération signée professeur Djankouda Traoré. Et cet autre message de félicitations à l'endroit de son Excellence, le général Raoul Castro Ruz, président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba. Votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives, chaleureuses félicitations. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer mon engagement personnel à contribuer avec vous au renforcement des relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre nos deux pays en vous souhaitant beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Djankouda Traoré. Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est à Bamako depuis ce matin pour une visite de travail. La mission est conduite par Louis Michel et Mohamed Abdellahi Ould Gelaye, respectivement coprésident et vice-président de l'Assemblée parlementaire ACP-UE. La délégation a rencontré le président de la République par intérim avant d'être reçue par le Premier ministre pour un déjeuner de travail. Auparavant, les parlementaires européens ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale du Mali. Ils sont venus réitérer le soutien du Parlement européen au Mali dans son combat contre le terrorisme. Ibrahima Traoré. Les parlementaires ACP-UE entament leur visite de travail au Mali par l'Assemblée nationale. Ils viennent intensifier la coopération avec leurs homologues maliens pour faire face à la crise que traverse le pays. Les députés ont notamment échangé avec le président de l'institution sur l'évolution actuelle de la situation socio-politique et sécuritaire du pays. On a parlé des conditions dans lesquelles peuvent s'organiser le travail et la méthode et le processus de la réconciliation et du dialogue. Alors, qui dans le dialogue? Il va de soi qu'il faut que ceux qui fassent partie du dialogue soient représentatifs le plus largement possible des Maliens. Il faut que tous ceux qui participent admettent évidemment l'intégrité territoriale du Mali et qu'ils acceptent évidemment de ne pas dialoguer avec des armes. Les mêmes sujets ont été abordés avec le président de la République par intérim. Les parlementaires apprécient le processus politique en cours. Ils réitèrent leur soutien au peuple malien à mieux préparer et réussir les élections générales prévues avant le 31 juillet. Nous pensons qu'il est important que ces élections soient considérées comme indiscutables sur le plan de la légitimité démocratique. Ça veut donc dire qu'il y a des problèmes logistiques. Comment fait-on pour que les réfugiés puissent revenir pour notamment avoir la possibilité de voter? Il faut évidemment que tous les Maliens puissent voter. Comment fait-on pour s'assurer d'une participation importante à ces élections? Le taux de participation est important aussi. On a reçu énormément d'informations qui continuent d'ailleurs. Mais là, nous avons été franchement très édifiés par quelqu'un qui
qui connaît parfaitement bien la situation au Mali. J'ai constaté avec le président Michel aussi sa réponse à la question de savoir s'il devait se représenter. Il a été catégorique. Lui, sa contribution serait à la démocratie, serait certainement de conduire cette transition à bon port. Autre temps fort de la journée, le déjeuner offert aux députés par le Premier ministre. Django Sissoko retrouve les parlementaires après une récente rencontre du genre qui s'était déroulée à Bruxelles. Le chef du gouvernement a notamment souligné toute la reconnaissance du peuple malien au Parlement européen pour son engagement dans la mobilisation de la communauté internationale à aider davantage le pays. Restons avec les parlementaires européens. Ils ont rencontré les députés élus du Nord et le collectif des ressortissants du Nord, Coren. Il a été surtout question de la situation que connaît notre pays. Amadou Sankaré, les détails. C'est pour enrichir davantage leurs connaissances sur la situation que vit notre pays que les membres de la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne ont rencontré ensemble les députés élus du Nord et le collectif des ressortissants du Nord Coren. Les informations issues de cette rencontre doivent être consignées dans un rapport, un document qui va solliciter une pleine implication de l'Union européenne dans la résolution de la crise malienne. Déjà, la mission est consciente de l'ampleur du problème. La question que vous avez à régler ici au Mali n'est pas seulement une question malienne. C'est une question qui touche évidemment la région, qui touche l'Afrique, mais qui touche aussi l'Europe. Et j'ose le dire, qui touche aussi le monde. Nous sommes là pour une mission d'information et d'étude. C'est un mot qui est très faible. En fait, nous sommes là pour venir vous entendre, vous écouter, non pas nous faire une opinion, parce que notre opinion sur la nécessité de soutenir le Mali et les autorités maliennes, elle est faite, on est au-delà de ça. Nous sommes là surtout pour enrichir notre connaissance un peu plus fine, un peu plus aiguë des problèmes et de la difficulté parfois de certains scénarios et de certaines questions. Pour les échanges de fonds sur la crise politico-sécuritaire, il a été demandé tout simplement à la presse de plier bagage. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Nous avons pu dire aux parlementaires de l'Union européenne et de l'ACP que pour nous, le MNLA en Sardine, le Moujao, ACMI, constitue la seule et même organisation terroriste. Le fait que ce soit les villes de Gao, de Tombouctou, qui soient libérées et que Kidal soit encore sous occupation. Nous ne comprenons pas que jusqu'à présent, l'armée malienne ne soit pas à Kidal. Au programme de cette mission au Mali, plusieurs rencontres sont prévues avec d'autres acteurs impliqués dans la résolution de la crise. Et notez ce rendez-vous, un magazine sur la visite du Premier ministre Django Sissoko à Bruxelles sera diffusé ce soir, juste après ce journal. Autre visite dans notre pays, celle des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de la défense et le chef d'état-major des forces armées du Danemark. La délégation danoise a été reçue cet après-midi en audience par le président de la République par intérim. Ensuite, elle a rencontré le collectif des élus du Nord pour parler du développement et de la situation post-crise. Mahamadou Doumbia, reportage. Le ministre danois des Affaires étrangères, accompagné d'une forte délégation, a été reçu en audience par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Au menu de cette audience, le soutien du Danemark pour lutter contre le terrorisme et pour aider le Mali pour son développement et l'organisation des élections crédibles. On est très content que la feuille de route pour la paix est en place et que les djihadistes ne décident plus ce qui se passe au nord et que les groupes, que les gens qui sont displacés peuvent retourner et tenir une élection transparente et crédible. Le président de la République par intérim a réaffirmé tous les efforts enclenchés par notre pays pour raffermir les relations avec tous les pays amis qui le soutiennent dans sa lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Le Danemark a toujours été au premier rang chaque fois qu'il s'agit de défendre les droits de l'homme et de défendre la démocratie dans le monde. Donc ce n'est pas surprenant qu'ils aient décidé également d'être aux côtés du peuple malien à travers le soutien qu'ils apportent aux forces françaises qui ont décidé d'intervenir directement au Mali et à travers leur décision de reprendre la coopération avec le Mali. Nous pensons que c'est une participation à la sortie de crise de qualité
et nous en sommes extrêmement reconnaissants au peuple danois. En second lieu, le collectif des élus du Nord a rencontré la délégation danoise pour parler de paix, de développement, de l'intégrité et de l'indivisibilité du territoire du Mali. Tous ceux qui sont venus sont contents et heureux d'avoir rencontré cette délégation danoise. Pour qui connaît le pays, pour qui connaît les investissements du genre du système Fagibin, il y a espoir de comprendre que nous pouvons être accompagnés pour le redémarrage du nord du Mali. Et c'est ça notre combat. Les élus du Nord se disent très réconfortés suite à cette rencontre, car on a toujours besoin de l'écoute et de l'appui de ceux-là qui partagent avec nous nos douleurs et nos souffrances. 2 audiences au Conseil économique et social ont été reçues. Le général de division, Coulibaly Kani Diabaté, et le nouvel ambassadeur du Sénégal au Mali. Récit d'audience est avec Aoui Touré. Les 2 personnalités reçues sont dans une série de visites des institutions de la République. Si la première a passé beaucoup de temps dans le bureau du président du Conseil économique et social, c'est parce qu'elle avait beaucoup de choses à préciser. Le Conseil économique et social est un partenaire privilégié pour nous, aussi bien que toutes les institutions et les ministères que je nomme les agences d'application de la loi. C'est pour leur expliquer la problématique de la circulation des armes légères et de petit calibre et de présenter la Commission nationale. Mais ce qui est important, madame, c'est pour vous dire que la crise qui sévit, vous savez, dans tous les pays qui ont vécu des crises, tant qu'on ne maîtrise pas la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, malheureusement, l'expérience a montré que ce sont des crises cycliques. On est dans une campagne de sensibilisation, d'information, que la population sache les méfaits de la présence même des armes légères, parce que tout le monde est armé. Tout le monde est armé. Ne croyez pas, au nord il y a la crise, mais au sud, les armes circulent. Les armes quittent le nord pour transiter par d'autres zones que je ne citerai pas pour revenir au Sahel. Il faut que les collectivités soient impliquées pour qu'ils nous donnent les bonnes informations. Nous, on n'est pas un organe de répression. La Commission nationale n'est pas un organe de répression. Mais on travaille, je vous ai dit, avec les agences d'application de la loi. Le nouvel ambassadeur du Sénégal était dans une autre dynamique. On a échangé sur la coopération qu'on doit impulser entre le Conseil économique et social du Mali et celui du Sénégal qui sera mis sous pied et la soupe sera fonctionnel dans les prochains jours. Comme on pouvait l'imaginer, le président du Conseil économique et social dit prendre bonne note de l'ensemble de ces échanges du jour. 72 millions de francs CFA, c'est la valeur des notes d'équipement militaire que la République fédérale d'Allemagne vient de remettre au gouvernement du Mali, un montant qui va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. À noter que depuis le déclenchement de la crise, l'aide de l'Allemagne au Mali s'élève aujourd'hui à plus de 49 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité. Plus de 72 millions de francs CFA, c'est le montant du soutien que l'Allemagne vient d'apporter aux forces armées de sécurité du Mali. Les dons est essentiellement composé de gilets par éclat et de sondes manuelles. La geste aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des relations amicales qui existent entre l'Allemagne et le Mali depuis 1960. Elle s'inscrit aussi dans les efforts d'Allemagne de contribuer à sécuriser et stabiliser la région du Sahel dans le contexte actuel. Depuis le déclenchement de la crise, l'aide de la République fédérale d'Allemagne s'élève à plus de 49 milliards de francs CFA. La remise aujourd'hui aux forces de sécurité maliennes de ces lots d'équipements de protection traduit un geste fort appréciable, d'autant qu'elle intervient à un moment où les questions de sécurité sont plus que jamais au cœur des préoccupations, aussi bien des autorités que des populations maliennes. L'ambassadeur d'Allemagne rassure le gouvernement du Mali. Le combat est unique, la stabilité du pays et le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité.
Les forces maliennes et françaises continuent leur opération de sécurisation de la ville de Gao pendant qu'une patrouille faisait mouvement vers Djebok dans la matinée. C'est une autre opération qui a été planifiée pour fouiller l'île de Gadji, un village réputé d'être le fief du Moujao. L'opération a permis d'interpeller une cinquantaine de présumés terroristes. Nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massadoumbia nous en parlent. Opération coup de main à Kadji. Avec la collaboration de certains notables, les forces maliennes et françaises se sont rendues ce jeudi sur l'île de Kadji pour effectuer des opérations de sécurisation. À 15h20, les forces maliennes ont traversé un bras du fleuve par pirogue. Arrivés dans ce village de 8 quartiers en premier, nos forces ont procédé à des fouilles maison par maison à la recherche de caches d'armes. Pendant ce temps, les forces françaises assuraient les arrières à l'entrée de l'île. Cette île est située à 4 km environ en face de Gao, sur la rive droite du fleuve Niger. Et c'est à partir de ce village de 6000 habitants que les attaques de Gao ont été toujours planifiées par le Moujao, mouvement pour l'unicité et les djihad en Afrique de l'Ouest. Parmi les 8 quartiers du village, seul Dar Salam serait favorable aux terroristes, les autres quartiers l'ayant rejeté. Les fouilles ont duré moins de 24 heures, même si des armes n'ont pas été trouvées sur place. Au moins une cinquantaine présumés djihadistes ont été interpellés et conduits à la gendarmerie pour audition. Parmi eux, il y a un certain Zroukalani Konan qui était le juge islamique de Kadji. Pour mémoire, ce village faisait la une des journaux ces derniers temps. L'île de Kadji s'étend sur 1 km de longueur avec une largeur de 200 à 300 mètres par endroit. Voilà, la sécurisation de la ville de Gao, celle de Bamako aussi est en marche. Les autorités s'y emploient par divers moyens. Bientôt 2 mois que l'état d'urgence a été décrété par les pouvoirs publics. Cependant, dans le quotidien des Bamakois, on constate que certains violent cette mesure, surtout lors des mariages et baptêmes. Et c'est là malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Le constat est amer et le maire du district, Adama Sangare, invite une fois de plus les citoyens au respect des exigences de l'état d'urgence. Il est au micro de Mohamed Diarra. Nous avons essayé de faire en sorte qu'au niveau de l'ensemble des conseils communaux, le conseil du district de Bamako, les 6 communes, que chacun essaie de relayer l'information à ses populations, à ses mandats, afin qu'ils comprennent qu'il s'agit de la sécurité de tout un chacun et que si l'État prend de telles mesures, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Nous sommes en contact avec la police qui essaie, parallèlement aux rafles nocturnes, de faire en sorte aussi, dans les quartiers, si la population collabore, je suis dans la rue, je vois qu'il y a un tel attroupement qui doit avoir lieu, j'essaie de les faire raisonner, s'ils n'acceptent pas, je vois quelle est la structure de police la plus proche de moi, l'informer afin qu'elle puisse venir mettre les choses dans l'ordre. Respectons l'État, parce que le président de la République a décrété l'état d'urgence. La prorogation a été faite par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce sont ces dispositions d'ordre statutaire qui doivent être respectées et comme je l'ai dit, pour le grand bien de l'ensemble des populations. La réglementation en vigueur, c'est les contraventions de 5 polices qui doivent être payées au niveau effectivement de la police, que la police effectivement respecte. Quand tu es verbalisé, ça vaut mise en demeure aussi d'arrêter. Au-delà de ça, ça peut aller loin. C'est pour cette raison, nous n'inviterons jamais assez cette population malienne, et particulièrement à Bamako, de rester encore vigilants. De rester vigilants au niveau des mariages, de rester vigilants au niveau des baptêmes, des manifestations funèbres, de rester vigilants dans les lieux de culte, de rester vigilants partout où il puisse y avoir des attroupements. Et nous allons rester avec Monsieur le maire pour aborder cette question pertinente, le non-fonctionnement des feux tricolores solaires. Un tour en ville hier nous a permis de constater que les feux tricolores solaires ne fonctionnaient pas. La raison principale, l'interruption volontaire du service par le prestataire Saelia, une interruption qui interpelle la mairie du district qui apparemment n'a pas honoré ses engagements financiers vis-à-vis de Hydro-Sahel, filiale de Saelia. Adama Koudjo et Amadou Chokari ont pu rencontrer les 2 parties suivant leurs explications.
La ville de Bamako a connu hier lundi durant toute la journée, même la nuit, une interruption brusque des feux tricolores solaires. À l'origine de ce couac, l'arrêt volontaire du service par le fournisseur Hydro-Sahel. C'est un avertissement de cette entreprise pour que la mairie du district respecte la clause qui les lie. Le contrat est signé en 2010. Nous avons largement attendu. C'est un avertissement, nous avons donné un délai, et ce délai, donc, quand il va échouer, nous allons prendre les dispositions qu'il faut. Depuis 2 ans, c'est nous qui régulons gratuitement, à titre gracieux, aux frais de la princesse. Mais nous sommes une entreprise, on n'est pas un État. Nous ne sommes pas une ONG non plus. Notre mission, c'est de faire des affaires, de gagner de l'argent. Mais cette situation a contribué à détériorer les relations avec nos partenaires, notamment financiers. En dépit de cette interruption, l'entreprise Sahelia Holding dit n'avoir reçu aucune réaction en vue de la résolution du problème. À la direction de régulation de la circulation et des transports urbains, une structure de la mairie, c'est un autre son de cloche. C'est vraiment des problèmes d'organisation interne entre la mairie et le prestataire. Ces problèmes qui ont été réglés. En tout cas, il y a eu des discussions, on s'est compris, et puis bon, tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est des problèmes inhérents à la gestion des contrats, mais ce qui est important, c'est que le dialogue est toujours là. Je pense qu'on s'est compris. C'est des situations qui seront évitées et qui, je pense, ne vont plus arriver. Sahelia est disposée à participer efficacement à la régulation de la circulation routière, mais ajoute que les services peuvent s'arrêter à tout moment si la mairie ne s'exécute pas. Autre question de l'heure, celle des coupures d'électricité qui se font de plus en plus fréquentes dans la capitale ainsi que dans de nombreuses régions. Pas plus tard qu'hier, beaucoup de Bamakois ont passé une grande partie de la nuit sans électricité. Notre équipe de reportage s'est rendue ce matin à l'énergie du Mali et des MSA pour connaître les raisons, suivant les explications du conseiller à la communication du DMSA, Tona Mathieu Kouné. Il est au micro de Deïssi Soko. Bamako a été touché à plus de la moitié, près de 50% de la clientèle. Et la clientèle également de Kita et de Caille, nos sincères excuses. Alors cet incident a été causé par ce que nous appelons dans le jargon technique un amorçage, c'est-à-dire un corps étranger qui a touché la ligne haute tension, les lignes haute tension qui alimentent Bamako en venant du barrage de Manantali. Pour tout expliquer, l'incident s'est passé dans le village de Kouadiara, c'est derrière Djo, sur le chemin de fer, donc à une quarantaine de kilomètres de Bamako, et aux environs de 15 heures moins, nous avons senti un départ de toute l'électricité. On est arrivé dans ce village de Kouadiara où on a vu que c'était une végétation haute, c'est-à-dire des manguiers, 2 manguiers, dont des branches ont touché la ligne haute tension. Et comme c'est du grand feu, l'électricité, c'est un haut voltage, eh bien, les manguiers ont pris feu automatiquement. Il y a eu donc un feu de brousse et cela a nuit aux installations. Alors, nos techniciens se sont affairés pour une réparation. Je pense que le réseau a été rétabli aux environs de 23h30 pour tout le monde. Mais ce fut très long et très dur. Pensons que la situation est sous contrôle. Mais ceci dit, en ces temps, nous avons toujours des dysfonctionnements. Et plus d'informations sur ces dysfonctionnements dans nos prochaines éditions avec Deïssi Sogo qui nous prépare un dossier plus complet. Le ministre de la Culture a reçu ce matin 2 délégations venues présenter des trophées gagnés par nos artistes au FESPACO 2013. La première délégation, le Centre national de cinématographie du Mali, venu présenter les plus reçus par le long-métrage Toile d'araignée. Le ministre a aussi reçu les artistes Amadou et Mariam qui viennent d'avoir pour la 2e fois le trophée Victoire de la musique à Paris. Compte rendu chez Koumar Sangari. Sur les 5 films maliens en compétition, c'est le long métrage Toile d'araignée de Ibrahima Touré qui a été récompensé par la mention spéciale du jury et de 2 prix spéciaux. Le bilan de la participation malienne à la 23e édition du FESPACO est positif au dire du directeur du Centre national de cinématographie du Mali. Nous n'avons pas pu avoir le terrain de Yenenga. Ce n'est que partie remise. Nous pensons qu'en 2015, nous allons avoir encore plus. Parce que comparativement à 2011, on a eu un seul prix, maintenant on a eu 2 prix en 2015.
nous allons avoir ce qu'il faut avoir, les talons. En plus du prix spécial Samben Ousmane du groupe Ecobank, Toile d'araignée a aussi enlevé le premier prix de l'Union africaine au FESPACO dédié à la paix et à la sécurité. Recevoir un prix qui consacre la paix et la sécurité au Mali en ce jour, par une œuvre réalisée par un Malien, ce n'est que légitime fierté. Et je crois que ce prix salue le courage dont tous nous faisons preuve aujourd'hui. Artistes, créateurs, artistes, interprètes, autres secteurs d'activité, le courage dont nous faisons preuve face à l'adversité qui nous est tombée dessus. Et ce prix aussi salue la solidarité africaine qui s'est manifestée à nos côtés depuis toujours pour faire face à cette agressivité. Le ministre a ensuite reçu le couple non-voyant Amadou et Mariam. Ils sont à leur tour venus présenter le trophée Victoire de la musique décroché à Paris le 8 du mois passé. Nous sommes à notre deuxième fois. Donc les Victoires de la musique, ça récompense au moins une douzaine de disciplines, mais en France, c'est surtout octroyé par les professionnels de la musique qui donnent aux 12 disciplines choisies. Donc pour nous, c'est la catégorie World Music. Le chef du département a mis à profit cette cérémonie pour appeler les artistes à se donner la main au bénéfice de la promotion de notre culture. Nos artistes ont du talent. Félicitations à eux. Autre grand titre de ce journal, lancement aujourd'hui à Bamako de l'anthologie de poèmes Voix haute pour Tombouctou, composée de 25 poèmes. Cet ouvrage révèle la détresse d'une cité et l'amertume d'un pays meurtri dans sa chair et son âme, des malheurs causés par des terroristes et leurs alliés. Les auteurs de l'anthologie viennent de 16 pays répartis entre 4 continents. La présentation de l'ouvrage, c'est avec Adama Koudjou. 25 poèmes pour affirmer son attachement à Tombouctou et pour apporter sa contribution dans la résolution de la crise que vit le Mali. Voix haute pour Tombouctou chante la grandeur et les riches patrimoines culturels de la ville des 333 saints. Au même moment, c'est la détresse et l'amertume de Tombouctou, ville martyre, qui sont révélées par les 25 poètes de 16 pays de différents continents. Nous nous sommes sentis interpellés et nous avons considéré que nous pouvions faire appel à nos amis auteurs, écrivains de différents pays et de tous les continents pour venir en aide, en soutien au Mali. Et les auteurs ont répondu, ils se sont sentis eux aussi concernés. Voix haute pour Tombouctou est un symbole par sa portée et la concrétisation d'une solidarité envers les pays en général et la ville mystérieuse en particulier. Qui peut, mieux que le poète, décliner les prouesses et les titres de gloire de Tombouctou à travers des voix hautes qui portent aussi loin que possible afin d'immortaliser ces foyers de réduction éternellement ouverts sur le monde. Qui peut, dis-je, trouver les mots justes d'amour et non de haine, les mots qui nous hissent à hauteur souhaitée dans l'échelle des valeurs humaines pour évoquer cette indicible blessure, cet acharnement sur nos biens les plus précieux et les plus chers, si ce n'est le poète. Chacun de nous produit de cette multiculturalité, de cette multiracialité et de cette multiconfessionnalité. Les terroristes qui ont envahi le nord de notre pays l'ignoraient, car ils ne lisaient pas et n'entendaient rien, sinon ils auraient appris qu'en nous coulent et bruissent les mêmes eaux. Le lancement a été surtout marqué par des récits de poèmes de l'anthologie. Voix haute pour Tombouctou se trouve dans les librairies au prix de 6 500 francs CFA l'unité. En France, fin de l'édition 2013 du Salon de l'agriculture de Paris, une édition qui a enregistré plus de visiteurs que l'année passée, parmi eux des Maliens conduits par le président de l'APECAM. À la clôture de cette rencontre mondiale, nos compatriotes quittent Paris avec beaucoup de satisfaction. Magamfi Konaté nous fait le bilan de cette 8e participation malienne. Une délégation très modeste, mais des résultats très satisfaisants. Les producteurs maliens ont montré l'image d'un pays qui reste debout malgré les difficultés. Le salon a été une opportunité pour nous vraiment de rencontrer nos partenaires
avec ceux dont nous avons l'habitude de travailler dans le secteur du coton, dans le secteur des fruits et légumes. Et puis ça a été aussi une occasion pour vraiment marquer la présence malienne à ce salon, vraiment pour dire que nos partenaires, surtout nos amis de la France, qui sachent qu'en dépit des difficultés que nous avons au Mali, nous avons vraiment tenu à être là. Beaucoup de conventions de partenariat, plusieurs dizaines de contrats signés. De quoi booster le secteur de la production et de la commercialisation des produits agricoles maliens. Et tous les produits qu'on avait amenés comme produits du Mali, je pense que tous les produits sont finis aujourd'hui. Et on a visité beaucoup de choses qui sera très très important au retour pour les Maliens. On a profité de faire des grands débats et des grandes rencontres avec les partenaires pour le Mali va profiter de ces résultats. Donc on a même signé des conventions, jusqu'à 30 conventions qui, au retour qu'on doit faire ces travaux au Mali. On a signé avec un partenaire sur le jardin et qu'un hectare de jardin peut produire jusqu'à 70 à 80 tonnes. Et en avril, ce contrat va honorer. La confiture de mangue, le beurre de karité et les jus de fruits maliens ont été raflés par les visiteurs. Restons dans le monde agricole avec la signature du protocole d'accord pour la mise en place d'un fonds à l'endroit d'une cinquantaine d'organisations paysannes. Elles vont bénéficier d'un financement de 750 millions de francs CFA. À travers cette signature, l'institution de microfinance Kafo-Djiguiné et l'Institut d'économie rurale apportent main forte aux producteurs dans leurs activités. Ramata Konati. D'une durée de 3 ans, ce protocole d'accord permettra à une cinquantaine de coopératives des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Morti d'avoir accès au crédit. 750 millions de francs CFA, c'est le fonds qui sera mis en place pour ces bénéficiaires en vue d'accroître leurs revenus. 2 aspects sont à retenir de ce partenariat entre l'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit du Mali, Kafo-Djiguiné, et l'Institut d'économie rurale, IER. Il s'agit de faire en sorte que le paysan ne puisse pas brader son surplus immédiatement après la récolte. Donc le warrantage lui permet d'avoir un peu d'argent pour ses besoins tout en gardant le produit. Et le produit, une fois que les prix montent, il peut en ce moment aller sur le marché et avoir une marge bénéficiaire qui lui permet d'augmenter son revenu. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est surtout les intrants. En début de campagne, les producteurs n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des engrais. Donc lorsqu'ils ont à leur portée des crédits, ça permet aussi d'améliorer la production. Pour bénéficier de cet appui, les producteurs doivent remplir certaines conditions. Le tout premier critère, d'abord, il faut être encadré par l'IER et 4 ONG partenaires. Aussi, les organisations paysannes doivent présenter une solvabilité et puis une rentabilité quand même jugée suffisante par Kafo-Djiguiné. Cette signature de convention va permettre la pérennisation des activités du projet Microdose, un projet d'appui aux producteurs. 4e session du programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental. PADESO, Nando Dambélé, les détails. La 4e session ordinaire du Conseil de surveillance du programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, PADESO, se tient dans un contexte difficile marqué par l'arrêt du financement extérieur de la phase 2 du programme. Aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir mobiliser le financement complémentaire pour la mise en œuvre de la 2e tranche à partir de 2013. Ainsi, à la faveur d'une inscription sur le budget spécial d'investissement, le programme 2013 sera axé autour de l'achèvement des infrastructures pastorales, zoosanitaires et de commercialisation du bétail, ce qui se traduit par l'extension du marché de bétail multifonctionnel des Nara et la réception des ouvrages hydrauliques, zoosanitaires et de commercialisation. Outre la réalisation de ces infrastructures,
Les principales activités d'appui conseil menées auprès des agro-groupements d'éleveurs ont concerné le suivi de l'exploitation d'une aire pastorale et de 15 périmètres pastoraux. La poursuite des efforts de sécurisation des espaces pastoraux, l'encadrement et le suivi de 779 emboucheurs individuels et de 26 groupements de femmes. L'exécution du programme 2013 nécessite un budget prévisionnel chiffré à 209 457 000 francs CFA en ressources et emplois. L'ONG Mission Sahel et son partenaire AGRA veulent promouvoir les intrants agricoles pour maintenir le caractère multiforme et multidimensionnel de la production agricole en 3e région. Comment? La réponse est avec Sekou Konati. La présente journée porte ouverte est une initiative de l'ONG Mission Sahel dans le cadre de son programme de développement et d'extension du réseau de distribution d'intrants agricoles dans la région de Sikasso. Et c'est le champ école producteur de Kassanso, situé à une vingtaine de kilomètres de Sikasso, dans la commune rurale de Natien, qui a été retenu comme site. La présente démarche vise à accroître la productivité, la production et le revenu de plus de 70 000 petits exploitants d'au moins 30%. Pour parler du développement agricole, cela passe obligatoirement par l'accès aux intrants. Et comment les petits exploitants peuvent avoir accès aux intrants à proximité. C'est ce qui nous a amené maintenant à mettre ce programme sur pied. La journée qui regroupe productrices et agents d'encadrement venus de tous les secteurs de Sikasso constitue donc un véritable espace d'échange et d'information sur l'approche GIPD et la démarche champ-école producteur sur les parcelles d'échalotes et celles d'expérimentation de la tomate dont la culture dans la zone de Kassanso constituait un véritable casse-tête. Rapprocher les producteurs, les agro-dealers au niveau des champs-écoles est vraiment une innovation. Et c'est une très bonne chose. Parce que les producteurs, ils ont besoin des intrants. Ils ont besoin des semences de qualité, ils ont besoin des engrais de qualité. Ils ont besoin de connaître l'engrais qu'il faut pour la spéculation qu'il faut. Pour les bénéficiaires de Kassanso ou celles des autres localités, agro-dealers ou distributeurs d'intrants et responsables de l'agriculture régionale, l'initiative qui bénéficie de l'appui et de l'accompagnement des AGRA est porteuse. Aujourd'hui, les petites exploitations agricoles au Mali, il faudrait faire en sorte qu'on puisse les amener à des niveaux d'entreprise agricole. L'approche ainsi mise en œuvre permettra de faire de chaque producteur un expert dans son champ, de produire sain, de façon suffisante, à moindre coût, dans un environnement agricole moins pollué. En 5e région, la Croix-Rouge malienne, sur financement de Western Union, vient de faire don de 12 millions de francs CFA aux victimes des inondations de 5 communes du cercle de Bankas. Aminata Touré nous en dit plus. Ils sont plus de 200 ménages des communes de Koulogo, Sogara, Urotegere, Baï, Djalasago dans le cercle de Bankas à bénéficier de ces vivres suite aux inondations. Le don est composé de 408 moustiquaires imprégnés, 204 bidons d'eau de javel, 408 morceaux de savon, 204 boîtes de grésil, plus de 12 tonnes de riz pour un coût total de plus de 12 millions de francs CFA. Le don est de la Croix-Rouge malienne sur le financement de Western Union. Après cette inondation, on a vu qu'il y avait des gens vulnérables au niveau du Baï. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est de trouver quelque chose pour soulager ces populations. Je suis tellement satisfait. Vraiment, ma commune a bénéficié. Et bon, les vulnérables aussi sont satisfaits. Donc de ma part, je ne fais que remercier les membres de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge malienne n'est pas à sa première donation. Il s'agit de la seconde phase dans les dites communes. Le mandat même de la Croix-Rouge, c'est vraiment un mandat humanitaire. Apporter des réponses aux communautés les plus vulnérables en soulageant leurs souffrances. Et nous sommes surtout les chantiers de la crise en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. Quant au sous-préfet de Baï, Agali Keita, il s'est réjoui de cette remise de dons. Il a également invité les populations à garder espoir pour les prochaines récoltes. Direction Koulikoro avec cette consultation locale sur la stratégie de développement économique régional, une initiative du Conseil régional. Correspondance Seydou Traori. C'est dans la vision de faire la deuxième région le plus important centre de production et d'exportation agroalimentaire du Mali que le Conseil régional et la coopération technique belge mettent cette stratégie de développement économique régional en place. Après les cercles de Nara,
Kolokani, Kati, Kangaba et Djoila, c'est au tour des forces vives de Koulikoro de partager la vision et les orientations du développement économique régional. Ces acteurs locaux doivent apporter la spécificité de leur localité afin d'enrichir davantage le document provisoire. Le document provisoire qu'on a présenté de la stratégie de développement économique régional est tiré des différents outils de planification que nous avons eu à élaborer avec l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région. Donc, on a puisé la quintessence dans ces différents outils. Dès que, alors vraiment, nous allons terminer ces phases en ce mois de mars, les ressources financières sont déjà obtenues. Ces concertations locales placées sous les signes de baliser le terrain pour un meilleur portage politique et technique, la stratégie de développement économique de la 2e région ont été appréciées à tous les niveaux par les autorités administratives. Il convient donc de réaffirmer la disponibilité de l'ensemble des services techniques déconcentrés dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies de développement économique régional. Les conclusions issues de ces concertations vont servir à enrichir la stratégie de développement économique régional en termes de promotion des filières, la valorisation des espaces économiques et l'accompagnement du secteur privé. Ici à Bamako, sport, football, championnat national Ligue 1, l'USFAS se refait une santé avant la première journée de la phase retour en battant l'ASCO 1-0. C'était hier au stade Mamadou Konaté au compte de la 15e journée et dernière journée de la phase aller. Djara Konaté. L'USFAS fait un bond qualitatif en cette dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1. Victorieux de l'ASCO, les militaires quittent de la 14e place à la 10e avec 16 points plus 6 au goal différentiel particulier. Avec la hargne des vaincre, les équipes regagnent les vestiaires au terme de la première période sur le score de 0-0. Dès l'entame de la seconde période, les initiatives se multiplient. Les militaires de l'USFAS se lancent vite à l'assaut des buts de l'ASCO. Adama Traoré, servi dans le dos de la défense, surprend le portier Issa Fofana à la 61e minute. L'ASCO par Yacouba Traoré rate la balle de l'égalisation. C'est terrible. Quand on perd ce genre de match, c'est incroyable. Les jeunes n'ont pas respecté les consignes. On a aussi eu des occasions, malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser sur le football. Bon, c'est pas un but hasardé, on a travaillé dans ce sens. C'est jeudi, c'est une très bonne équipe l'USFAS. Donc le début a été difficile parce que l'équipe était réellement fatiguée. Grâce à cette victoire, l'USFAS entamera la phase de retour, le moral au top. Point final à ce journal. Demain pour les éditions matinales et retrouvées Aïssata Ibrahim Maïga. Grand merci à nos téléspectateurs du Sénégal. Je vous dis à demain, même heure, même plateau. D'ici là, restez en notre compagnie dans une poignée de minutes.